3, 2, 1... Salut à tous, comment allez-vous aujourd'hui, en ce samedi? Eh bien, si ça ne va pas, sachez que j'ai de quoi vous remonter le moral. Car oui, je vous annonce dès maintenant, à partir de tout de suite, un nouveau concours Change My Mind. À la clé, un abonnement d'1 an à remporter pour le NBA League Pass, ainsi que 100 € à dépenser en bon d'achat sur le NBA Store. Pas mal, non? Yeah, baby. Et ouais, comme vous le savez, pendant le mois d'octobre, et j'en suis très fier, je fais partie des ambassadeurs NBA en France. Voilà pourquoi, notamment, j'ai un lien d'affiliation pour le League Pass que vous trouverez en description et sur lequel vous pouvez cliquer si vous voulez soutenir la chaîne. Mais voilà pourquoi aussi, en ce moment, il est possible de vous faire gagner ces magnifiques lots. Alors pour les obtenir, comment faire? Eh bien c'est easy. Comme pour ma vidéo qui concernait LeBron James et Russell Westbrook que j'ai sorti en début de mois, je vais vous donner un avis sur la NBA qui, bien entendu, est sujet à controverse. Cette fois-ci, je vous annonce que Kevin Durant est purement et simplement le meilleur joueur en NBA en ce moment. Vous n'êtes pas d'accord? Eh bien tant mieux, parce qu'à partir de maintenant, je veux vos meilleurs arguments pour me convaincre du contraire. Ouais, faites preuve d'imagination et dites-moi pourquoi, selon vous, KD n'est pas le meilleur joueur de la Grande Ligue actuellement. Pour ça, vous avez jusqu'à mercredi 13 h, dernier délai pour m'envoyer un mail là, à l'adresse qui s'affiche et qui sera présente bien entendu en description. Faites preuve de créativité, d'originalité, d'honnêteté, mais surtout soyez convaincants. Celui qui s'en sortira le mieux, qui me donnera les meilleurs arguments concernant KD et ses rivaux, obtiendra l'abonnement au League Pass. Et en parallèle, celui qui me surprendra le plus, ou qui me fera le plus marrer, obtiendra les 100 € de bons d'achat à dépenser sur le NBA Store. Ça vaut le coup de se bouger, non? Alors let's go, je le répète, vous avez jusqu'à mercredi 13 h, alors d'ici là, faites-la moi péter, comme la première fois cette boîte mail. Mais bref, j'imagine que même si ce concours avec le NBA League Pass vous hype, si vous avez cliqué, c'est avant tout pour entendre parler de Sekou Doumbouya. On va le voir dans cette vidéo, ses 2 premières saisons dans la Grande Ligue n'ont pas été à la hauteur des attentes, et ses débuts en NBA ont été chaotiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, après plusieurs déconvenues, les Lakers viennent de lui offrir une nouvelle chance. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Eh bien, c'est parti, c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Sekou Doumbouya peut-il se relancer du côté de Los Angeles? Allez, comme d'hab, pour commencer, on plante le décor. Né en Guinée, à Conakry, Sekou Doumbouya débarque en France très jeune, à 1 an, seulement accompagné de sa mère. Très vite, il doit s'imposer comme une figure paternelle dans sa fratrie, étant obligé de gagner en maturité très rapidement. En parallèle, comme beaucoup de ses potes, il joue au foot, en tant que défenseur central. Sauf que sa taille épate beaucoup de monde. Il faut dire aussi que mesurer 2 mètres à peine 13 ans, c'est quand même plutôt rare. Voilà pourquoi Benoît Burguet, coach à Fleury-les-Aubrais dans le 45, lui propose de s'essayer au basket. Et là, direct, il explose jusqu'à rejoindre l'INSEP à seulement 14 ans pour jouer déjà en N1 face à des adultes. Et vous voulez savoir quoi? Là aussi, il pète tout, bat des records de précocité jusqu'à signer un contrat pro avec Poitiers à l'âge de seulement 15 ans. En même temps, ce contrat, ça l'a sauvé un peu, vu qu'en parallèle, il se retrouve viré du centre fédéral pour raisons disciplinaires. En d'autres termes, le mec est talentueux, c'est sûr, mais il montre déjà qu'il a son petit caractère. Peu importe au final, car ça n'empêche pas les scouts NBA de s'intéresser de façon précise à son profil. En même temps, comment voulez-vous que ça se passe autrement? À 17 ans, il est capable d'enquiller 17 points dans une rencontre de Pro B, c'est d'une violence. Cela lui donne donc l'occasion de signer au Limoges CSP en Pro A pour sa dernière saison avant de faire le grand saut vers la NBA. En Haute-Vienne, malgré une blessure au pouce qui le freine au départ, très vite il fait sa place, progressant largement à 3 points, jouant lors de plusieurs matchs d'Eurocup et atteignant même la barre des 34 unités qui l'accompagnent de 8 rebonds lors du tout dernier match de la saison régulière contre le Valois. Est-ce que ces stats vous permettent de comprendre à quel point il est un ovni qu'on attend très fort en NBA? Les choses vont vite pour lui, très vite, peut-être même trop vite, on verra ça plus tard. À Limoges, j'ai pu le voir moi-même dans les travées de Beaublanc, il fait le boss, roulant des épaules comme la star US qu'il est censé devenir d'ici quelques années. En même temps, que voulez-vous reprocher à cet ado qui devant lui a un avenir brillant? On va pas lui interdire de kiffer non plus. Surtout que je n'ai même pas parlé de l'équipe de France U18 avec laquelle il remporte le championnat d'Europe en 2016 tout en étant élu dans le meilleur 5 de la compétition. Malgré la déconvenue due à son renvoi de l'INSEP qui ne semble qu'être un petit gravier dans l'engrenage, tout semble sourire au jeune Sekou qui désormais
désormais semble totalement prêt pour tenter sa chance dans la Grande Ligue. Malheureusement, alors que beaucoup l'attendaient dans le top 6, voire même dans le top 5 de la draft, il tombe plus bas, n'étant sélectionné qu'à la 15e place, même si c'est déjà très bien. Pas mal d'équipes ont peut-être décidé de faire l'impasse sur ce jeune joueur, le plus jeune de la QV ayant commencé le basket très tardivement, et qui avait encore tout à prouver malgré des qualités athlétiques impressionnantes et un potentiel certain, mais les Pistons, eux, ont décidé de tenter le pari avec ce 15e choix. Sauf qu'aujourd'hui, si on prend du recul, 2 ans après sa draft, force est de constater que son départ outre-Atlantique est pour le moment un échec. Et pour faire simple, cet été, à Détroit, et même dans d'autres équipes, plus personne ne semblait compter sur lui. Bah ouais, il est échangé vers les Nets contre 3 fois rien, qui eux-mêmes décident de l'envoyer vers Houston quelques jours après, malgré un très bon match de pré-saison à 11 points en 13 minutes. Ça craint, surtout que les Rockets ne le testent même pas. Ouais, Sekou n'a juste pas mis un seul pied dans le Texas, il a été cut direct. On ne va pas le cacher, hein, notamment en France, on attendait quand même vachement mieux du 15e choix de la draft 2019. Ouais, si cette semaine il a pu paraffer un two-way contract avec les Lakers, qui potentiellement lui permettra de se relancer, elle est quand même loin la carrière qu'on lui imaginait il y a encore peu de temps. Moi-même, dans un Airball Project que j'avais réalisé à son sujet et que j'avais publié un peu avant la draft, je l'imaginais au moins devenir un titulaire solide si tout se passait bien. Et là, force est de constater que j'ai vraiment manqué la cible pour le moment. Mais que s'est-il passé entre-temps? Comment a-t-il changé de statut aussi vite? A-t-il vraiment mérité qu'on le traite comme ça? Eh bien, étudions ça en évoquant d'abord sa saison rookie qui n'a pas forcément commencé en fanfare. Car oui, après un seul petit match d'une Summer League écourté en raison d'une blessure, le voilà envoyé en G-League à la reprise. Ouais, Dwayne Casey ne le cache pas, il est bien conscient du potentiel du petit, mais en même temps, il dit qu'il est trop jeune et sûrement trop brut. Voilà pourquoi Doumbouya devra tout simplement franchir toutes les étapes les unes après les autres, à commencer par la G-League. Sauf que là-bas, le gamin casse tout, montre que le niveau est bien trop faible pour lui en tournant à 17 points par match sans même avoir à forcer, ce qui lui vaut rapidement de retrouver les Pistons. Ouf. Première marche franchie et avec brio en plus. Notre Frenchie peut enfin faire ses grands débuts en NBA au mois de novembre, c'est allé vite finalement. Là, les premières semaines pour ses coups, ses minutes se font rares, mais on s'y attendait. Par contre, le mois de janvier est bien différent. Il pose des doubles-doubles, cumule plusieurs perfs à 15 ou 16 points, défend sur Kawhi Leonard ou encore LeBron James et fait même le tour du monde grâce à un poster dunk incroyable sur la face de Tristan Thompson. Juste après, il score 24 points et devient le deuxième joueur le plus jeune de l'histoire, derrière Kobe à atteindre cette marque, excusez du peu. Là, les portes s'ouvraient en grand et la machine semblait définitivement lancée. Et pourtant, ce n'était qu'une illusion. Sekou n'avait-il pas mis assez d'essence dans son moteur? On dirait bien. Les matchs qui suivent sont catastrophiques, l'adresse au tir n'est plus là, et dès qu'il rentre sur le parquet, son plus-minus fait peur. La motivation paraît absente, la hargne n'est plus la même, et une certaine nonchalance, que ce soit dans les interviews ou sur le terrain, interpelle. Casey se met en colère, le tacle dans la presse, tente de le remotiver, de le secouer un peu, mais rien à faire, l'attitude du français reste la même. Le temps de jeu est toujours là, mais les perfs sont décevantes, et l'adresse n'est plus au rendez-vous. 1 sur 8, 2 sur 15, 3 sur 10, les déconvenus s'enchaînent et des questions se posent. Il est alors renvoyé en G-League. Mais à Grand Rapids, encore une fois, il démolit tout avec une perf à 30 points, 8 rebonds et même le game winner. Trop facile. Les Pistons lui disent donc de revenir, évidemment, mais peu de temps après, arrive le virus. Pas de bol. La saison se termine et en 38 rencontres, ses stats moyennes de 6 points et 3 rebonds en NBA n'auront finalement été pas bien convaincantes malgré ses 19 titularisations. Pour certains, il s'est vu trop beau trop vite, n'a pas voulu être patient et n'a pas écouté les conseils de tonton Casey. Alors ça, c'est difficile à vérifier, hein, mais si c'est ce qu'il a fait, on peut comprendre que ça ne soit pas passé, tant le coach a la réputation d'être un militaire avec les jeunes. Avec le tacticien, tout se gagne, tout se mérite, mais en parallèle, tout peut se perdre aussi, très vite. Pourtant, perso, moi, il y a des domaines dans lesquels je n'ai pas eu de doute. Ok, Sekou peut avoir son caractère, peut être têtu et n'en faire qu'à sa tête, mais toujours depuis son passage à Limoges, j'ai entendu qu'il bossait dur, très dur, et je ne suis pas bien certain que ceux qui remettent en cause son éthique de travail soient tout à fait dans le vrai. Pour moi, c'est plutôt autre chose qui a cloché, et à mon avis, c'est dû à une frustration qu'il a accumulée trop vite. Lors de plusieurs interviews, ça se voyait qu'il faisait la gueule, arguant qu'il n'était pas utilisé correctement, qu'il n'avait pas assez de minutes, et revendiquant plus de tickets shoot. Pas facile ça, comme nouvelle situation pour un gamin qui jusque-là a plus ou moins eu tout ce qu'il voulait dans toutes les équipes dans lesquelles il a évolué. Sekou est donc très pressé, mais les Pistons, eux, sont en reconstruction, ils ont le temps. Je pense qu'il était là le petit fossé qui s'est développé peu à peu, sauf qu'avec la pause forcée, due à
la pandémie, du temps, il allait en prendre pour mûrir, pour se développer, et les Pistons s'y croyaient. Sauf que, en vérité, tout ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Alors que tout le monde était censé rester aux États-Unis au cas où la saison reprenne, Sekou, lui, s'en fout, il rentre en France. Sur les réseaux, il publie plusieurs stories de lui en soirée, et forcément, chez les Pistons, ça grince des dents. Et pas qu'à Détroit d'ailleurs, puisque son agence, la célèbre agence Comsport, décide même de se séparer de lui. On ne sait pas si tout ce qu'on vient d'évoquer est lié, mais les propos de Bouna Ndiaye, qui entre autres accompagne Rudy Gobert, Nicolas Batum et Evan Fournier, sont tout à fait clairs. Cela ne sert à rien de cracher dans la soupe, nous avons cru en lui, nous l'avons accompagné près de 5 ans, et si nous devions le refaire, nous le referions sans hésiter. Nous n'étions simplement plus en phase, plus sur la même longueur d'onde, ce n'est pas ainsi que je conçois la relation agent-client. Ouais, en France, ces fréquentations ne semblent pas être les meilleures, et sans raison affichée, ils zappent complètement certains anciens contacts, et notamment Benoît Burguet, son tout premier mentor, rappelez-vous, qui ne cache pas ses inquiétudes. Le pire, c'est que les Pistons apparemment, eux aussi, commencent à flipper, ils appellent ses anciens coachs, ils appellent son entourage pour essayer de lui parler et de le remettre sur les bons rails. Mais rien à faire, Sekou semble vouloir vivre son confinement comme lui l'entend. Heureusement, pas mal d'images de lui sont publiées, notamment au One Ball. On y voit un Doumbouya qui s'entraîne dur, pose de gros tomards, paraît en méga forme physique et semble déter. Au moins ça rassure un tant soit peu. Et une fois la reprise annoncée via la bulle aux États-Unis, il décide bien évidemment de reprendre l'avion. Les équipes comme les Pistons qui ne sont pas à Disney peuvent reprendre l'entraînement et organiser des mini-camps dans une bulle spécifique, l'occasion pour renouer contact entre tous les joueurs. Et là, ne mâchons pas nos mots, Sekou s'est préparé en fait pendant le confinement, il a convaincu. Casey a même annoncé que le français était la meilleure surprise de son mini-camp, par sa condition physique, son implication et son sérieux, c'est hypant. Et ouais, parfois il en faut peu, il suffit de faire ses preuves sur le terrain pour se faire pardonner. De plus, un souci paraissait pouvoir se régler, alors que le rôle de Sekou était flou entre les postes 3 et 4, sa prise de masse apportait des réponses. C'est dans la raquette qu'il serait utilisé. Beaucoup de choses semblaient rentrer dans l'ordre donc, et c'est tant mieux car les inquiétudes étaient grandes. Alors place à Détroit, à la saison 2 pour le Frenchie. Du côté des Pistons, on assiste à beaucoup de changements, à commencer par le GM, c'est Troy Weaver qui prend le poste et vous verrez, il aura un rôle important par la suite. Seuls 5 joueurs de la saison précédente sont confirmés et Sekou, à seulement 19 ans, fait déjà figure d'ancien dans l'effectif. Ce qui est plaisant aussi, c'est que dans le discours, à quelques semaines seulement du season opener, le coach semble toujours aussi enthousiaste du travail fourni par son sophomore. Il a passé la fin de l'été à faire des pick-up games avec des joueurs comme Kyrie Irving ou Kevin Durant et nul doute qu'il a appris avec ça. Son été m'a vraiment impressionné. Depuis qu'il est revenu de France pour le mini-camp, je le vois s'entraîner quasiment tous les jours. Il est indéniablement dans une excellente forme physique. On attend de lui qu'il franchisse un palier pour sa deuxième année. Est-ce qu'il va se transformer en un gars qui a 4 ou 5 ans d'expérience tout de suite? On verra. Mais il fait partie de ce groupe de joueurs qu'on doit développer et à qui on doit donner du temps de jeu au plus vite. Ok, c'est bien tout ça, mais le souci c'est que sur le parquet, aucune de ses promesses ne prend forme. Sekou au poste 4 est complètement bloqué dans la rotation derrière Jerami Grant et Blake Griffin et à nouveau il se retrouve dans un gros brouillard. Casey pourtant continue de formuler des discours hyper positifs dans son attitude, mais rien à faire, surtout qu'en plus de ça, il refuse de l'utiliser à nouveau au poste 3. Alors ok, on comprend l'idée d'avancer pas à pas, de faire les choses progressivement, mais là, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le faire jouer si peu quand on voit que le bilan des Pistons est catastrophique? À mon avis, les Pistons ont leur part de responsabilité concernant la situation actuelle, mais est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos de l'équipe? Bah oui, parce qu'en parallèle, d'autres jeunes comme Saddiq Bey ou Isaiah Stewart ont eux réussi à faire leur place dans la rotation des Pistons. Du coup, on aurait pu espérer que ce soit la même chose pour Doumbouya, d'autant plus avec le buyout négocié avec Blake Griffin. Mais la vérité, c'est que les opportunités, le français a du mal à les saisir, même si son temps de jeu irrégulier peut expliquer son manque de rythme, force est de constater que shooter à 38%, dont 22% à 3 points, pour un mec attendu comme un 3&D, c'est beaucoup trop peu. Les DNP se multiplient et l'effectif continue à bouger, à tel point que le français peu à peu devient le plus ancien du roster, et le seul joueur qui n'a pas été choisi par le nouveau GM Troy Weaver. Ouais, pour reformuler, si vous n'aviez pas compris, en l'espace de moins d'un an, les Pistons ont remodelé quasiment l'intégralité de leur effectif. Franchement, paye ta stabilité, et on commence à comprendre que dans le Michigan, tous les anciens joueurs qui datent de l'ancien management ont une cible dans le dos. Alors peut-être que Sekou n'a pas prouvé assez de choses assez vite, et que sa maladresse ne l'a pas aidé. Peut-être aussi que son attitude pendant la pandémie a déçu pas mal de monde et a créé une vraie rupture. N'empêche que, je le répète, il apparaît clair qu'à son arrivée, Troy Weaver a définitivement voulu tourner une page à Détroit. La saison sophomore décevante de Doumbouya est forcément liée de plus ou moins loin à ce phénomène, c'est certain. Le gamin n'a que 20 ans et a été drafté parce qu'il était un projet avant tout. Un projet, si tu veux qu'il se développe, tu dois lui donner quelques cartes, le mettre dans les meilleures conditions possibles.
Sekou, l'an dernier, n'a pas eu cette chance, tout simplement parce que le nouveau GM ne semblait pas du tout croire en ce projet qu'il n'avait pas lui-même construit. Par contre, soyons-en conscients, et c'est important de le rajouter, pendant toute la saison, Casey a loué le sérieux du français. Certaines mauvaises langues diront que c'était pour faire monter sa valeur sur le marché des transferts, et que c'était des consignes du GM, mais je n'y crois pas trop. Quand on voit par exemple comment il s'est développé physiquement, c'est qu'il en a passé du temps à la salle, je n'ai pas de doute là-dessus. Je le redis, mais je ne suis pas forcément d'accord avec tous ceux qui pensent que ces difficultés proviennent d'un manque de travail. Oublions s'il vous plaît cette hypothèse tout de suite. Entre le changement de front office, la maladresse, la concurrence, l'irrégularité et la nonchalance des raisons, on en a déjà bien suffisamment évoqué. Vu que là on commence à parler du négatif, pour moi ils sont là, les principaux freins qui ont empêché le français de se développer. Du coup, si vous voulez savoir ce qui a cloché, tournez-vous principalement vers tout ça. On en a déjà pas mal fait le tour et ça en fait quand même des raisons qui peuvent expliquer justement un début décevant. Mais même si ça, selon moi, ce sont les causes les plus importantes, est-ce qu'on peut se limiter à ces phénomènes? Sur le terrain, à mes yeux, un autre souci important vient de son jeu offensif trop brut. En 2 ans, la plupart de ses points, il les a mis en transition grâce à ses qualités athlétiques, mais est-ce que ce n'est justement pas le cas de la plupart de ses joueurs, qui sont avant tout draftés pour leur potentiel? C'est clair que lorsqu'il dribble, il a encore du mal à créer pour lui ou pour les autres, c'est même une évidence. En parallèle, il a également des difficultés à exister sans le ballon, justement parce que ses shoots de loin ne veulent pas rentrer. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne peut pas devenir un shooter? Je ne crois pas à ça. Sa mécanique est belle, bien huilée, et même si la distance n'est pas la même, je ne peux pas croire qu'un écart de 50 cm puisse complètement transformer le très bon catch and shooter qu'il était à Limoges. Pour moi, c'est plutôt une question de rythme, de confiance. Et ça, c'est dur à obtenir à seulement 20 ans quand ton temps de jeu est aussi peu régulier. De plus, ce qui ne l'aide pas, c'est justement d'être un twinner, de se situer entre 2 postes, notamment offensivement. Il ne crée probablement pas assez pour lui pour évoluer en 3, mais en parallèle, il ne met probablement pas assez dedans pour occuper le rôle du stretch fort. Profiter des cuts et des transitions, c'est bien, mais ça ne suffit pas, et ce, même quand t'as de vraies qualités en défense. Parce que oui, on a beaucoup insisté sur le négatif jusque-là, mais le positif, il y en a quand même pas mal également, alors parlons-en. On l'a vu lors de sa saison rookie, lorsqu'il était en confiance, dans le bon tempo, dans de bonnes dispositions, son shoot rentrait bien plus fréquemment. Bien sûr, il a aussi connu des moments de down, mais ne serait-ce pas au final juste le parcours classique pour un joueur aussi jeune? Tout le monde n'est pas LeBron James, évidemment. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que depuis les histoires de son départ en France, pendant la pandémie, il n'a plus fait aucune vague. En parallèle, il a semblé taffer, progresser et se développer. Défensivement, il faut se rendre compte, il peut être une plaie au périmètre comme à l'intérieur, avec son envergure, sa longueur, ses appuis, ses épaules et sa vitesse latérale. Ce qui lui manque parfois, c'est un peu de focus, mais encore une fois, allô, il n'a que 20 ans. Voir que déjà il est limite capable de défendre sur 3 ou 4 postes, c'est méga hypant. Et puis voilà, même en attaque, tout n'est pas à jeter non plus. Le mec est capable d'attaquer le cercle de manière hyper agressive, saute haut, court vite, et sur un appel 2 pieds, il est capable de tout exploser. Ça, ce sont des qualités innées bien sûr, mais elles se sont aussi développées par le travail, et elles ne sont pas données à tout le monde, soyons-en conscients. En transition, il est juste une bête, depuis qu'il a commencé le basket. Il peut partir à toute blinde et tout détruire sur son passage, c'est lourd. Et je trouve surtout qu'au fur et à mesure du temps passé sur le parquet, il a pu varier son jeu. Alors qu'il avait tendance à foncer tout droit tête baissée au début, désormais il arrive davantage à changer de direction grâce à un petit cross, et est même capable de temps en temps de lâcher la balle pour ses coéquipiers démarqués en leur faisant des passes. Il attaque également beaucoup mieux les close-out aussi, je trouve, désormais, en gérant bien mieux les timings et en étant capable de surpasser son vis-à-vis sur son first step. De plus en plus, il tente sa chance en post-up aussi, et c'est intéressant, d'autant plus si son avenir se joue au poste 4. Plusieurs fois, je l'ai vu enfoncer puis prendre de vitesse son gars dos au panier. Je me rappelle notamment, il avait fait ça face à Kyle Anderson, et c'est plutôt cool en fait. On a beau dire ce qu'on veut, on peut être impatient et même attendre énormément de ses coups, mais peu importe, c'est indéniable, j'ai envie de le dire, les progrès sont là. Son QI basket s'est développé, il se précipite beaucoup moins, il a gagné en masse physique, et tout ça c'est important. En vrai, j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu d'où viennent des gars comme Pascal Siakam par exemple, qui eux ont pu finir All-Star. Jusqu'à ses 23 ans, on avait l'impression que le Camerounais n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre quand il avait le ballon dans les mains. L'année suivante, il jouait un rôle primordial dans l'obtention du titre des Raptors, et l'année d'encore après, il était All-Star. Pourtant, je le rappelle, jusqu'à ses 23 ans, on se demandait ce qu'il foutait presque des fois en NBA. Sekou n'a que 20 ans, parfois il faut être patient et savoir passer l'éponge sur les erreurs de jeunesse. Puis il y a d'autres choses aussi à mes yeux dont il faut prendre conscience. Après sa draft, Sekou, en raison d'une blessure, a manqué la quasi-intégralité de sa première Summer League. Sa première saison s'est ensuite terminée de manière anticipée à cause du virus. Lorsqu'il est devenu sophomore, les choses ont repris de façon super précipitée, sans Summer League et avec un training camp raccourci. Sans même parler du contexte qu'il a connu à Détroit, on peut rêver mieux pour des débuts en termes de formation. Moi je reste persuadé d'une chose que je mets vraiment haut dans le positif, malgré tous les doutes qu'on a évoqués depuis le début de cette vidéo, malgré
malgré toutes les interrogations, le potentiel est encore là, j'en suis certain. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de raisons qui ont fait qu'il n'a jamais obtenu les conditions nécessaires pour le développer à fond ce potentiel, et c'est dommage. Après, je veux bien entendre les comparaisons avec Saddiq Bey, parce qu'elles sont légitimes, les deux gars jouent aux Pistons et occupent des rôles à peu près similaires. Sauf que Bey, qui jouait sa première saison l'année dernière, a 2 ans de plus que Sekou. Il a pu être formé pendant 2 ans avant sa draft à Villanova, fac réputée pour former de vrais professionnels, et même en NBA, juste sur sa campagne rookie, il a passé 1900 minutes sur le parquet. En comparaison, Doumbouya, lui, au total, n'a eu que 1600 minutes sur le parquet, soit 300 de moins que Saddiq Bey en une saison de plus. Donc ok, Bey, cette saison a été meilleure que Doumbouya, mais même s'il était rookie, il avait quand même beaucoup plus d'expérience supplémentaire. À mon sens, il est donc beaucoup trop tôt de faire un trait définitif sur ses coups comme les Pistons l'ont fait. Et ça, même si les Nets puis les Rockets n'ont pas voulu le voir non plus, les Lakers, eux, ont semblé y croire, au moins un peu. Mais justement, là-bas, est-ce qu'il a vraiment une chance de réussir? Quel peut être réellement son rôle? Déjà, ne vous attendez pas du tout à ce que les conditions soient les mêmes qu'à Détroit. Cette saison, les Lakers jouent le titre, alors que les 2 dernières saisons, les Pistons, eux, ne jouaient absolument rien. Et puis la concurrence ne sera pas la même, hein. Dans son profil de 3-4, entre autres, il aura devant lui LeBron James et Carmelo Anthony, qui à eux deux ne présentent pas moins de 27 sélections All-Star, sans même parler de Trevor Ariza, qui sera là lui aussi. Oui, autant dire qu'afin de passer devant ces gars, il va falloir se lever tôt quand même. De toute façon, Doumbouya, via son two-way contract, pourra également jouer en G-League, et ne pourra pas disputer plus de 50 matchs avec l'effectif des Lakers. Voilà pourquoi il doit en être conscient, il risque de passer pas mal de temps dans l'équipe de développement à South Bay, c'est le jeu. Ce qui est cool, c'est qu'il sera probablement souvent accompagné par Joel Ayayi, qui lui aussi bénéficie d'un contrat à 2 volets avec les Lakers. Aux 2 Français maintenant de montrer que dans la ligue de développement, ils peuvent dominer ensemble ou bien chacun de leur côté, moi ça me va. Sekou, rien que grâce à ses appuis et ses qualités athlétiques, a déjà prouvé qu'a priori la G-League c'était un niveau trop bas pour lui. Sauf que là, ça fait plus d'1 an qu'on ne l'a plus vraiment vu à l'œuvre avec des responsabilités. À lui de ne rien prendre pour acquis donc, et de repartir de zéro. Talen Horton-Tucker ou Alex Caruso par exemple sont passés par là, ont pris les choses très au sérieux, et regardez où ils en sont aujourd'hui. Du coup, via la G-League, je pense Doumbouya a tout à gagner. Et puis attention, même aux Lakers, Melo, LeBron ou Ariza seront bien sûr devant lui dans la rotation, mais tous ont au moins 36 ans. Des blessures, du repos ou du load management sont tout à fait probables pour ces 3 gars, c'est même une certitude. Doumbouya, à un moment ou un autre, pourrait donc avoir des opportunités chez les Lakers, à lui de les saisir et comme il faut. Toute sa carrière, et y compris à Détroit, je pense que le français est un peu trop arrivé sur une terre qu'il considérait comme conquise, ou presque, et ça lui a fait défaut. Là, ce ne sera pas le cas. Dans l'environnement des Lakers, il aura tout à prouver, et c'est un euphémisme de dire que ce ne sera pas simple. Par contre, s'il répond à quelques clés, il pourrait avoir un shot, mais justement, ces clés, quelles sont-elles? La première, évidemment, de toute façon, à mon avis, vous y avez pensé, ça concerne l'attitude, le comportement. Bien sûr qu'il est encore très jeune, mais là, je pense que maintenant, le temps lui est compté. Il est temps de montrer qu'en 2 ans à Détroit, il a pris du plomb dans la cervelle. Il va commencer tout en bas et devra adopter une attitude exemplaire, sur le terrain, en dehors, à l'entraînement, pendant les interviews. Il n'y aura aucune place pour les caprices ou les comportements immatures dans une équipe qui joue le titre, c'est sûr. Il devra faire preuve de patience, ne pas se frustrer, franchir les étapes les unes après les autres, et je pense que ce sera la clé principale, ça. En G-League, il devra autant qu'il le peut trouver son rythme, mettre ses shoots et dominer comme il peut le faire. À l'entraînement avec les Lakers, il devra se montrer mort de faim, se battre sur chaque ballon et arriver chaque jour, je dis bien chaque jour avec l'envie d'en découdre, quelle que soit sa situation. Il n'y a que comme ça qu'il pourra obtenir un shot, une opportunité, et encore rien n'est sûr, ça peut prendre du temps. La patience sera donc de mise, mais ce qui me rassure, c'est que l'attitude qu'il a montrée là récemment, lors de son seul match de pré-saison avec les Nets, est plutôt rassurante. Le gamin voulait prouver qu'il avait sa place dans la grande ligue, et malgré un faible temps de jeu, ce qu'il a fait, 5 sur 5 au lancer franc grâce à beaucoup d'agressivité et 3 sur 3 au tir, permettait d'être positif, même si cela n'a clairement pas suffi aux dirigeants de Brooklyn. De toute façon, ce comportement ne doit pas être ponctuel. Cette attitude, il doit la montrer sur le long terme. Je le rappelle, elle se situe là, la première clé. Ensuite, s'il a sa chance avec les Lakers, il devra montrer qu'il est capable de défendre très fort. Je ne m'en fais pas trop de ce côté-là, parce qu'on l'a déjà dit, cela fait partie de ses principales qualités, ce côté du terrain. Cela dit, les erreurs, la nonchalance et les chutes de concentration ne seront absolument pas tolérées, attention. Voilà 2 saisons désormais que la franchise californienne fait partie des top teams défensives de la ligue, et il n'y aura pas de place sur le parquet pour ceux qui
qui ne donne pas tout, soyez-en sûrs. Donc tout ça, ce sera primordial, mais j'ai encore une dernière clé qui est évidente, Sekou Doumbouya devra mettre ses shoots. Malgré toutes ses qualités en drive ou en transition, il devra montrer également qu'il peut être utile dans un rôle de floor spacer. Ce sera nécessaire avec des gars comme Westbrook ou LeBron. Et pourtant là, malgré une adresse suspecte depuis le début de sa carrière, je ne m'en fais pas trop, comme on l'a déjà dit, les bases sont solides. Il aura la lourde tâche cependant de maintenir sa confiance et son rythme, quelles que soient les circonstances. Tout ça encore, c'est une question de mental, d'attitude, on en revient encore là. Voilà pourquoi j'y tiens, et je le répète encore une fois, elle se situe là, la clé pour le français. Alors tout ça ressemble à un véritable parcours du combattant pour le français, c'est clair. Ça fait beaucoup de conditions à réunir, j'en suis conscient, même si elles semblent toutes pouvoir être liées. Quoi qu'il en soit, c'est le jeu aussi. En NBA, impossible de se reposer sur ses lauriers. Parlez-en à LeBron James ou Kobe Bryant par exemple, malgré tout le talent qu'ils ont eu, ils n'ont jamais rien lâché. Alors souhaitons que l'environnement des Lakers soit propice au meilleur développement possible pour Sekou Doumbouya. Mais maintenant qu'on connaît toutes les qualités qu'il a, qu'on connaît toutes les clés, est-il capable vraiment de faire tout ça, de répondre à tous ces éléments? Eh bien faisons le bilan. Moi ce qui me chiffonne un peu, c'est que quand les Pistons ont drafté Sekou à l'époque, ils savaient vraiment à quoi s'attendre. Ils savaient qu'il était jeune, ils savaient qu'il lui faudrait du temps. Reprocher à un gamin qui a commencé le basket tard et qui a été choisi principalement pour son potentiel d'avoir un jeu trop raw, ce n'est pas un peu l'hôpital qui se fout de la charité? Moi je crois que si. Et puis à Détroit de toute façon on est un peu les spécialistes dans le domaine de la non-confiance. C'est comme une tradition chez eux. Si tu ne performes pas tout de suite, dans le Michigan, on ne croit plus en toi. Vous ne me croyez pas? Parlez-en à Spencer Dinwiddie ou même Chris Middleton, qui tous les deux ont été lâchés par les Pistons avant leurs 22 ans. Regardez où ils en sont maintenant. En parallèle, prenez une équipe comme les Raptors et regardez ce que là-bas on a fait avec des joueurs comme Pascal Siakam ou OG Anunoby. Sekou ne serait-il pas avant tout tombé dans le mauvais environnement à Détroit? Ça me semble totalement incompréhensible que les Pistons aient fait preuve de si peu de patience alors qu'ils n'avaient aucun objectif de victoire à court terme. Je reste assez persuadé que Sekou Doumbouya a au moins été en partie victime du fait que Troy Weaver, quand il est arrivé en tant que GM, a voulu vraiment faire table rase du passé. Je dis pas que c'est la seule cause, hein, attention, mais ce serait se voiler la face de dire que ça n'a pas joué. Maintenant, de toute façon, le voilà à Los Angeles, un endroit où il va côtoyer des légendes, des joueurs de talent qui, eux, ne lâchent rien, jamais. Le français devra clairement prendre exemple, s'imprégner de la culture de la gagne qui sera présente là-bas et développer cet esprit tueur qui est nécessaire en NBA. Cela ne passe pas que par l'éthique de travail, et je m'en fais pas trop de ce côté-là. Par contre, il faudra faire preuve de patience et de maturité. Là-dessus, le néo-Lakers aura définitivement tout approuvé. J'espère qu'il est bien conscient de tout ça et que l'été chaotique qu'il vient de vivre lui permettra de remettre les pieds sur terre. J'espère qu'il est bien loin désormais le Sekou qui n'en faisait qu'à sa tête pendant le confinement. Une telle attitude ne sera pas tolérée chez les Lakers. À ce jour, quoi qu'il en soit, impossible de dire s'il arrivera à relever un tel défi, tellement les marches sont hautes, mais impossible de dire en parallèle que les portes de la NBA lui sont définitivement fermées. Cette saison peut donc déjà être un tournant dans la carrière du jeune joueur, c'est évident. Donc il peut renaître, oui, et prouver que tout son potentiel n'est pas que du vent. Mais pour ça, il faut le dire, il a du pain sur la planche. Alors let's go maintenant, Sekou, fais les choses dans l'ordre, à commencer par la G-League, et montre-nous que tu peux percer dans cette grande ligue. T'en es capable, on t'attend au tournant. Voilà pour ce qui est de Sekou Doumbouya, voilà pour ce qui est de mon 69e Coast to Coast. Est-ce que ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous? Vous pensez que le français a encore une chance de faire sa place dans la grande ligue, ou vous pensez qu'à seulement 20 ans, tout est déjà foutu? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse globalement d'avoir votre vision, afin de savoir si je suis trop optimiste, ou peut-être trop pessimiste, sait-on jamais. Je vous le rappelle aussi, à partir de maintenant, et jusqu'à mercredi 13h, il y a le concours Change My Mind avec NBA Europe. Convainquez-moi que KD n'est pas le meilleur joueur de la ligue si vous voulez obtenir un abonnement au League Pass, et surprenez-moi si vous voulez gagner 100 balles de bons d'achat sur le NBA Store. Je vous attends fort à l'adresse mail que vous trouverez dans la description. Et puis si vous le voulez à coup sûr, de toute façon ce League Pass, faut que je vous le redise aussi, cliquez sur mon Smart Link, mon lien d'affiliation. Ce sera le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais aussi de voir chacune des secondes, voire des minutes, que Sekou passera dans la grande ligue cette saison. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. C'est très important pour le référencement sur YouTube. Tous ceux qui ne le feront pas de toute façon, attention, je demanderai à Troy Weaver de s'occuper de vous. Ouais, je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo, le mec, quand il fait le ménage, il ne rigole pas. Puis enfin, vous maîtrisez, pour le soutien le plus incroyable du monde, c'est encore et toujours sur Tipeee que ça a lieu. Énorme big up à tous ceux qui sont là et qui permettent à la chaîne d'évoluer mois après mois. Vous êtes le sang, cœur avec les doigts. À très vite.